Alors, avant de commencer, je tenais à remercier Cathy, dont le sens de l'événement et le timing sur la création du moment idéal, donc devrait donner un relief tout particulier à cette soirée. Merci, Cathy. Donc ce soir, nous allons vous parler donc d'un sujet qui nous tient à cœur, qui nous réunit ce soir, l'entreprise apprenante. L'humain, le digital, la compétitivité. Donc notre siècle est numérique, hein, donc ça c'est un fait établi, plus personne ne conteste cette dimension, mais il a fait émerger un paradoxe, à savoir que plus de digital, c'est moins d'humain dans l'esprit de tout le monde. Alors au final, eh bien c'est faux, et nous allons nous attacher à vous redonner donc redonner un sens à tout ça ce soir, donc à travers les interventions donc de nos deux experts. Je souhaitais poser quelques chiffres. Aujourd'hui, les enfants qui rentrent à l'école, 60% d'entre eux n'auront pas ou exerceront un métier qui n'existe pas. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, 6 métiers sur 10 n'existent pas aujourd'hui. Très clairement, on peut argumenter sur la réalité de ces chiffres et leur approximation, leur interprétation, puisqu'ils nous viennent donc d'un cabinet d'expertise anglo-américain. Mais ça nous oblige à prendre conscience du fait que réellement le défi de l'entreprise aujourd'hui, le défi de la compétitivité, est un enjeu, essentiellement un enjeu humain. Un humain qui est au centre à la fois de la compétitivité des organisations, mais c'est un humain apprenant, collaborateur, dont l'impact peut être positif ou négatif, et cet impact est décuplé par les enjeux du digital. C'est aussi un humain dirigeant, dont le pouvoir de transformation est lui également décuplé. Chez Expert Team, donc, nous sommes un acteur historique donc, du digital learning depuis 1996. Donc, quelques 40% des entreprises du CAC 40 utilisent donc l'une ou la totalité donc de nos solutions digital learning. Et nous avons l'ambition de créer un think tank. Alors, pardon pour cet anglicisme et ce détournement de ce que nous avons déjà communément l'habitude d'appeler les think tanks et que l'on utilise à tort et à travers la planète. Donc autour de cette dimension de l'entreprise apprenante, de l'humain, du digital et de la compétitivité. Notre ambition, c'est de faire en sorte que nos clients, amis, partenaires, donc partagent donc à la fois leurs expériences, leurs pratiques et les innovations qui viennent et qui vont surgir donc de ces nouvelles pratiques. Donc ce soir nous aurons deux intervenants, donc deux interventions particulièrement pointues donc dans ce domaine. La première donc qui est animée par Franck Perrier, que vous avez certainement déjà entendu sur les antennes, que l'on ne présente plus. Il abordera la dimension digitale donc sous son angle un peu la technologie, ça tourne, donc voilà. La technologie digitale comme outil de différenciation, de fidélisation et d'image pour l'organisation. Tu m'arrêtes si tu veux compléter quelque chose, Franck. La seconde intervention, donc, qui sera animée par Mathieu Hetzig, donc directeur du développement d'Expert Team depuis 2008. Mathieu connaît parfaitement donc ces enjeux. Il a déployé donc ses talents en France, mais également auprès d'organisations suédoises et américaines. Donc depuis 1999. Donc il abordera les défis de la compétitivité de l'organisation apprenante. Donc je laisse la place à nos intervenants. Je vous donne rendez-vous lors des ateliers, donc puisque nous avions prévu d'échanger à l'issue de ces conférences pour que vous puissiez poser vos questions, pour que vous puissiez venir donc avec vos interrogations et nous tâcherons donc de vous apporter quelques lumières supplémentaires donc après donc ces présentations. Ce soirée d'échange pour les dirigeants qui sont présents seront peut-être l'occasion donc de réinventer quelques clés pour réinventer votre métier de dirigeant. Merci à tous, bonne soirée, et je passe la parole donc à Franck. Bonsoir.
Merci Catherine pour cette soirée qui s'annonce tout à fait passionnante. En plus, on a la chance de visiter notre capitale du point de vue du fleuve, ce qui est toujours très intéressant. Maintenant que les berges sont fermées par notre mer, ça va nous donner un nouveau point de vue. Alors, merci Louis aussi pour cette introduction. Je ne sais pas si on ne me présente plus, donc je vais me présenter tout seul pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Je m'appelle donc Franck Perrier, je dirige deux entreprises, en fait, une agence digitale qui s'appelle Idaos, qui aide les entreprises à être plus performantes sur le web, en particulier sur tout ce qui touche aux médias sociaux, qui sont, vous le savez, un outil de trafic très important, réseaux sociaux, médias sociaux. Et puis, une entreprise qui est plus proche du domaine évoqué par Louis et qui sera évoqué aussi par Mathieu, qui est la Digital Academy. Et la Digital Academy, c'est une entreprise qui a pour vocation d'aider les dirigeants, donc vous et vos équipes, à être plus en phase avec cette culture digitale et aussi, je dirais, à renforcer la performance des équipes dans les entreprises. Alors, vous le voyez, j'ai les cheveux blancs, donc si tu pensais avoir un geek, non, c'est pas tout à fait le cas. Alors, comment est-ce que je suis tombé dans le digital ? Je suis tombé dans le digital par la photo et aussi par Bill Gates. Comment ça s'est passé ? En fait, je dirigeais une agence photo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sigma. Et Sigma a été en fait racheté en 1999 par Bill Gates à titre personnel. Il avait, dans les années 80, acheté une maison à Seattle qui fait à peu près 3000 mètres carrés. Je dis ça par rapport aux tailles de vos maisons et de vos appartements. Donc 3000 mètres carrés sur les berges de Seattle. Et il voulait mettre dans sa maison des écrans plats dans les années 80. Rappelez-vous la taille des télés, à peu près. Hein. Et donc il a créé une société pour ce faire. Et il a créé une société, il s'appelait Corbis. En Corbis, en latin, ça veut dire panier pour mettre du contenu dans le panier. Et ils se sont aperçus très vite que l'enjeu n'était pas technologique. L'enjeu n'était pas de fabriquer des écrans plats, parce que finalement, il avait les moyens de trouver les ressources et la technologie a évolué très vite. Ils se sont aperçus que finalement, l'enjeu, c'était le contenu. Qu'est-ce qu'il allait mettre dans ces écrans plats ? J'ai eu la chance d'aller chez lui, donc il a une salle de sport, donc avec des belles images très agréables. Il a le salon, bien entendu, la bibliothèque, qui doit faire à peu près 4 pièces de 60 mètres carrés, dans lesquelles vous retrouvez des originaux, des lettres de Washington, de Napoléon, du Codex, etc. Donc il avait des écrans dans ces différentes pièces. Et pour commencer à faire ça, trouver du contenu pour mettre sur ces écrans plats, il a voulu acheter des collections de photos, en particulier au Louvre. Alors, quand il a voulu acheter collection du Louvre, les Français ont dit « Oh là là, Bill Gates rachète le Louvre, pas possible, etc. » Et finalement, il s'est mis à racheter, à travers cette société, et le dirigeant, le PDG de cette société, différentes agences photos dans le monde. Et comme la France était le berceau de la photo, Sigma, Gamma, SIPA pour tout ce qui était reportage, Magnum qui était franco-américaine. Il a racheté Sigma et 4 autres agences en France et ils m'ont confié la direction de ce pôle en France. Et moi, je suis arrivé dans le digital parce qu'à l'époque, au tout début des années 2000, l'enjeu et la mission qui m'était confiée parmi d'autres, c'était de passer de l'argentique au numérique. Et finalement, vous tous qui êtes là, vous utilisez vos iPhones ou vos téléphones portables Samsung ou d'autres. Vous faites énormément de photos, vos enfants aussi en font beaucoup. Et vous voyez comment cette industrie de la photo s'est transformée avec le digital. Alors il y a juste un point qui est qu'on ne connaît pas la durée de vie des fichiers numériques, alors qu'on connaissait assez bien la durée de vie des fichiers argentiques. Mais quand Bill Gates quand cette société Sigma, au milieu des autres, Sigma étant la marque la plus connue, s'est transformée, finalement ce qui s'est passé, c'est que ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher parce qu'il fallait à la fois aller vers le numérique, ce qui dans les années 2000 était extrêmement cher, ça le reste, et en même temps, il fallait aussi maintenir les anciens systèmes. Et souvent dans vos entreprises, dans nos entreprises, on est confronté au fait de maintenir ce qu'on appelle les legacy systems, c'est-à-dire les systèmes existants, y compris les modèles d'affaires, et en même temps d'aller développer notre croissance sur des secteurs porteurs parce qu'on est menacé par un environnement, comme disait Louis un petit peu plus tôt, concurrentiel, et que les relais de croissance sont parfois sur
des modèles numériques, des modèles sur le web. Okay. Alors, j'aime beaucoup faire en fait un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait à la Renaissance. Est-ce que certains d'entre vous ont été à Séville? Quels sont ceux qui ont été à Séville? Ouais, donc pas mal. Effectivement, c'est une ville magnifique. Donc j'imagine vous avez visité l'Alcazar, la cathédrale aussi. Voilà. Et entre les deux, vous avez visité le bâtiment entre les deux, entre l'Alcazar et la cathédrale? Il y a un bâtiment qui s'appelle le musée des archives de l'Inde, okay, qui est un musée magnifique, très belle scénographie, mais aussi, surtout, pavé d'étoiles qui représentent tous les bateaux qui ont été perdus corps et biens pendant la conquête du monde, finalement la colonisation. Tous ces marins espagnols et portugais qui, au XIVe, XVe et XVIe siècle, sont partis conquérir le monde et ouvrir de nouveaux horizons et quitter cet ancien monde dans lequel ils vivaient. Et il y a littéralement des dizaines et des dizaines de bateaux qui ont été perdus. C'est assez fantastique cet endroit et ce musée. Et cette période de la Renaissance, qui a été marquée par des révolutions technologiques extraordinaires. Hein, il y a eu Galilée, il y a eu par exemple aussi Gutenberg avec tout ce qui était l'imprimerie et la connaissance, la diffusion du savoir. Faites un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Encore une fois, l'éducation est un bon exemple. Je crois que notre Premier ministre a annoncé une transformation du baccalauréat prochainement. Je pense que c'est pas totalement déconnecté de la façon et de l'apprentissage dont on faisait référence un petit peu plus tôt. Il y a eu aussi tout ce qui touche à la chirurgie, Ambroise Paré, qui a créé la chirurgie à ce moment-là, hein, et qui était... regardez ce qui se passe dans la santé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la santé dans la salle, mais typiquement, c'est un secteur qui connaît aussi une transformation fabuleuse. Donc finalement, on vit aujourd'hui une transformation qui, pour moi, est aussi fondamentale que la transformation potentiellement de cette période qui était la Renaissance. Alors, prenons une autre industrie. J'assistais l'autre jour à une conférence qui était dans la musique et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est cette année l'anniversaire des 50 ans de l'album des Beatles qui s'appelait Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Okay, 50 ans que cet album est sorti. Il est sorti en 67. Et en fait, c'est l'album qui, dans les classements américains musicaux, est l'album qui a le plus impacté la transformation de la musique contemporaine populaire, d'accord, de tous les albums. Ça a été une révolution artistique. Les Beatles rentraient de leur tournée américaine. C'était leur 3e tournée américaine. Ils ont ensuite arrêté de faire des tournées. Ils en avaient marre de faire des tournées. Ils ont décidé de se focaliser sur la création artistique. Et cette création artistique, vous la retrouvez aussi sur l'album lui-même. Cet album double page, qui était un des tout premiers albums double page, extrêmement coloré. Et sur l'album, vous avez les Beatles habillés en tenue de parade. Et vous avez à côté d'ailleurs les anciens Beatles, donc habillés en costume noir et blanc, comme ils se présentaient auparavant. Et puis vous avez même dans tous ces personnages, au fond à gauche, vous avez le 5e Beatles. Et puis sur la petite poupée en bas à droite, vous avez les Stones, parce que les Stones et les Beatles se renvoyaient la balle sur les couvertures, etc. Donc cet album a été une transformation dans l'histoire artistique de la musique. Mais regardez l'industrie musicale. L'industrie musicale, quelles sont celles et ceux dans la salle qui utilisent les plateformes de streaming? Levez la main. Streaming, donc Deezer, Spotify, etc. Vous voyez, c'est une révolution dans la façon d'écouter de la musique. Ça nous apporte, moi je trouve beaucoup, parce que ça nous permet d'écouter des morceaux que peut-être on ne découvrirait pas sans avoir ces plateformes. Et c'est très enrichissant parce qu'on n'a pas le temps en tant que dirigeant. Et puis on fait plus ce qu'on faisait à l'époque. Quand j'avais 20 ans, j'allais à la Fnac, je m'assieds par terre, je mettais les cages, j'écoutais de la musique, etc. Je peux plus faire ça. Pas le temps. Quand on dirige les boîtes, on court à droite à gauche, on a des emplois du temps incroyables. Voyez. Donc la musique s'est totalement transformée. Alors ça pose d'autres problèmes, des problèmes de modèle économique, hein, y compris pour les artistes. C'est pour ça que vous avez beaucoup de live aujourd'hui, parce qu'ils sont obligés de créer du revenu avec du live. Vous avez les francopholies qui vont démarrer bientôt, alors que sur les droits eux-mêmes, y compris des plateformes de streaming, eh bien, les droits ne sont pas énormes. Hein. Moi, je ne parle pas des stars, je parle des artistes en général.
Voilà, donc ça c'est une révolution industrielle et de business qui est phénoménale. Ensuite, je refais référence à un album des Beatles. Vous connaissez cet autre album qui s'appelle Abbey Road. Donc Abbey Road, vous avez 4 Beatles qui traversent cette fameuse... vous n'avez pas choisi une musique des Beatles. Bon, c'est quand même... bon, peut-être vous le ferez en rentrant chez vous. Donc, vous avez... alors, pourquoi j'utilise cet album? J'utilise cet album parce que c'est important de dire, quand on parle de digital, de quoi parle-t-on finalement? Qu'est-ce que c'est que le digital? D'ailleurs, il y a un débat entre digital et numérique. Donc, dans la table ronde tout à l'heure, si vous souhaitez en parler, j'en parlerai. Mais grosso modo, de quoi parle-t-on quand on parle de digital? Donc, j'utilise cet album pour expliquer finalement les 4 piliers, pour moi, de ce qu'est le numérique, le digital. Le premier élément fondamental, et je crois que c'est George qui traverse, qui est le plus à gauche de la pochette, c'est la technologie. Il n'y a pas cette révolution numérique sans une révolution technologique. Cette révolution technologique, je la date à peu près de 1990, c'est-à-dire la date où Berners-Lee a créé l'Internet, le World Wide Web, dans un laboratoire à Genève, qui est le laboratoire du CERN. Mais bon, on peut prendre d'autres dates. Mais cette révolution technologique, c'est par exemple les objets connectés, qui est la grosse révolution d'aujourd'hui. Le deuxième point fondamental, c'est la dématérialisation. S'il y en a qui ont garé leur voiture et qui ont un PV, vous allez peut-être payer votre PV en ligne. Bon, typiquement, c'est la dématérialisation. Et il y a des sociétés, vous avez créé des réseaux sociaux, on discutait un peu avant dans l'immobilier. Il y a une énorme dématérialisation dans le secteur immobilier. On travaille beaucoup pour des boîtes dans l'immobilier et on voit ça. Mais ça, la dématérialisation, c'est pas nouveau, ça date des années 70. Okay ? Ensuite, vous avez les modèles économiques. Et les modèles économiques, c'est typiquement ce dont je parlais. Alors, dans les industries culturelles, évidemment, la photo, la musique. Mais vous prenez des tas d'autres exemples, comme l'hôtellerie. Quand vous voyagez aujourd'hui, vous ne voyagez pas comme on voyageait il y a 20 ans. Aujourd'hui, je déjeunais avec le patron commercial d'Accor il y a quelques mois. La façon de raisonner d'Accor s'est transformée parce que nous, on voyage, nous voyageons différemment. On peut aller dans un hôtel business parce qu'on a 3 jours de séminaire. Ensuite, on va partir un week-end dans un hôtel relais château ou une auberge de charme parce qu'on va y aller avec notre conjoint ou notre conjointe. On va aller en week-end familial, donc on va prendre un Airbnb quelque part. Et puis, je sais pas, on va à un mariage et on va prendre un petit hôtel dans le coin parce qu'on n'a juste pas besoin de passer quelques heures en rentrant du mariage le soir. Voyez. Donc, cette façon de voyager qui est la nôtre, elle transforme des acteurs comme Accor qui, traditionnellement, ne raisonnaient que par enseigne. Ils raisonnaient Sofitel, ils raisonnaient Ibis, etc., etc. Et aujourd'hui, ils veulent raisonner transversalement. Donc, encore une fois, dans la table ronde tout à l'heure, on discutera de ces exemples et on pourra parler de votre propre expérience et de voir comment vous-même vous amenez dans cette conversation des exemples ou des questions qui vont nous faire rebondir sur tel ou tel secteur. Donc voilà un petit peu cette introduction générale que je voulais évoquer. Donc on a fait les 3 premiers Beatles. Je pense que c'était donc George, Ringo et puis Paul. Et puis alors le dernier point effectivement, ce sont tout ce qu'on parle, tous les usages qui se sont transformés, nos usages quotidiens. Les réseaux sociaux en particulier, notre présence sur les réseaux sociaux. L'avantage, y compris d'une société comme la tienne, Catherine, c'est que tu peux avoir une présence sur le web, ton site est d'ailleurs très bien fait, et tu peux avoir une présence sur le web, même quand on est petit, on peut émerger. On peut émerger parce que c'est lié à la qualité du référencement, c'est lié à la qualité du contenu, c'est lié à la qualité de la viralisation de ce contenu. Donc, un autre des ateliers qui sera animé par Valérie, qui est là, que je vais demander de te lever pour que tout le monde te voit. Voilà. Valérie, qui est directrice conseil chez Idaos, et qui parlera des réseaux sociaux, de leur usage, de tout ce qui touche à ce qu'on appelle la e-réputation, le personal branding, et comment est-ce qu'une société ou un dirigeant se fait reconnaître sur le web, et comment il crée de la notoriété et de l'image, c'est ce que tu disais en introduction, Louis, comment il crée de la notoriété et de l'image grâce aux réseaux sociaux.
Donc voilà un petit peu pour ce panorama. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour la suite de la soirée qui va se dérouler en une très bonne ambiance autour d'une coupe de champagne. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Merci Franck pour ce flashback, donc pour les tempes grises donc qui sont dans la salle et qui se rappellent d'avoir abîmé et saccagé les pochettes de leurs albums des Beatles. Mathieu Heitzig donc prend le relais, donc et je lui laisse la parole avec grand plaisir. Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux d'avoir cette occasion de partager effectivement une passion qui est née de manière un peu déraisonnable pour moi en 99. Finalement, j'ai vu qu'il y avait une idée un petit peu d'aspect biographique qui est toujours intéressante pour savoir pourquoi il y a un intérêt pour les choses. En 99, je m'occupais chez DHL des grands comptes du secteur high-tech. Et j'avais l'idée curieuse de vouloir faire des projets un petit peu sophistiqués. Sophistiqué, ça pouvait vouloir dire simplement avoir un geste différent dans un process de repair and return, de delivery, etc. Et c'est comme ça qu'on faisait des très beaux projets, très rémunérateurs, mais qui du coup étaient extrêmement complexes à déployer. Alors pourquoi complexe ? Parce qu'on était dans une machine de guerre pour mondialiser des process pour être très rapide, très efficace, très fiable, et que si on changeait une petite chose, c'est toute cette qualité qui pouvait être mise en danger. Et donc on avait à ce moment-là des enjeux de mise en œuvre des contrats avec à la fois des populations commerciales qui devaient déployer ce contrat sur un périmètre géographique, parfois européen ou plus large, donc transmettre un peu cette compréhension de ce contrat, être capable de également transmettre cette connaissance sur les call centers qui allaient eux gérer aussi les incidents, qui devaient comprendre un petit peu, qui avait également une petite différence. Évidemment, être capable de déployer ces enjeux auprès des opérations, qui sont ceux qui les mettent en œuvre sur le terrain. Éventuellement le call center de notre client. Et là, on comprenait que tout d'un coup, c'était quand même très complexe à gérer, et pourtant, c'était vraiment un enjeu de croissance pour DHL à l'époque. C'est-à-dire d'une société se plaçant sur des services à valeur ajoutée, et donc évitant d'être banalisé, commodisé, comme pouvaient l'être ses concurrents. Donc, en plus, dans une séquence dans laquelle on est tous, où les acheteurs aujourd'hui que ce soit d'ailleurs en B2C comme en B2B, sont des gens qui ont fait leur process d'achat à 80% avant de rencontrer un commercial. On comprend que tout ça est important. Et donc, à ce moment-là, j'ai été appelé par ce nouveau secteur naissant du digital learning, parce que j'ai compris le service qu'il pouvait rendre aux organisations. Donc voilà pour l'introduction. Après ça, donc on a eu l'occasion de faire des choses à la fois très impressionnantes et très modestes, c'est-à-dire que les premières sociétés qui se sont intéressées à ces sujets étaient souvent des sociétés du CAC 40 qui déployaient des programmes mondiaux, mais sur une part tout à fait infime de leurs actions de formation. Donc au final, la promesse de transformation était assez peu là. Et puis finalement, le temps a passé. Après une phase de déception, on est dans une vraie vague aujourd'hui de transformation, très accélérée, avec une vraie maturité aujourd'hui des technologies, et puis on va dire des entreprises, des universités, des groupes scolaires, des pays qui prennent la mesure de ce changement. Et là, on peut observer qu'il y a des pays dont on entendait parler il y a déjà au début des années 80, mais donc bien avant cette révolution, mais qui avaient compris l'enjeu de la connaissance, c'est-à-dire d'une société de la connaissance. C'est des sujets qui ont été très développés dans les années 90 par des Alvin Toffler, par des Drucker, par des Peter Senge, qui est le fondateur du concept d'organisation apprenante, et qui ont tous commencé à dramatiser cet enjeu de la nouvelle ressource clé. La nouvelle ressource clé, c'est non plus l'investissement nécessairement dans des infrastructures, mais dans la connaissance. Et donc, quels sont les process pour acquérir de la connaissance, la transformer, la diffuser, la faire comprendre. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui, en fait, se sont mis à faire des différences énormes entre ceux qui réussissent très bien et ceux qui cessent de bien réussir. Et donc,
moi, une information qui m'a beaucoup marqué l'an dernier, c'était d'apprendre que le PIB de la Californie était passé en 2015 devant celui de la France. C'est quand même une interpellation. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible justement parce qu'il y a eu tout un effet de révolution à la fois technologique et à la fois culturelle qui s'est produit en Californie. Donc, c'est la révolution culturelle qui produit dans ses extrêmes le libertarisme en Californie, mais cette affaire-là, c'est l'intérêt pour l'individu, le sujet, qui aussi est acteur de son devenir. C'est ça le libertarisme. Alors avec, je ne vais pas développer plus, mais donc tout ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on a aussi des gens qui inventent des technologies qui sont pas faites pour le top-down. Et moi, quand je suis arrivé dans cette industrie, elle résonnait complètement en mode top-down. C'est extraordinaire, on va pouvoir déployer, diffuser. D'accord. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces enjeux-là. Cet enjeu-là reste très important, être fin dans la capacité de déployer à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. On a tous ces cas de figure-là. C'est évidemment très important, la vitesse qu'on va avoir là-dessus, la capacité qu'on va avoir à valider que les connaissances sont acquises, la capacité qu'on peut aujourd'hui se donner de valider que les connaissances sont transférées sur le terrain. Tout ça, évidemment, c'est des enjeux très importants. L'autre enjeu, les autres enjeux, c'est les enjeux d'innovation. C'est-à-dire que là, on est tous vraiment dans une partie, l'organisation apprenante, ça paraît super sympa, mais c'est pas une sucrerie parce que il s'agit vraiment de constituer des corps d'athlètes qui vont être engagés dans une compétition dans laquelle il y en a qui sont pas qualifiés. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, effectivement, comme le signalait Louis avec cette idée de think tank, c'est qu'effectivement on considère chez Expert Team qu'en tant qu'un des leaders de ce secteur, on a un rôle de sensibilisation à jouer auprès des dirigeants d'entreprise. On n'est pas du tout au bon niveau aujourd'hui. On sent que la France bouge, mais on n'est pas encore au bon niveau. Alors pourquoi on n'est pas au bon niveau? C'est parce que aujourd'hui on vient d'une culture où il s'agissait d'optimiser ce qu'on faisait en formation. Et moi, quand je suis rentré dans ce secteur, j'ai rencontré un brillant fondateur d'entreprise de communication et pour qui j'avais beaucoup d'admiration, mais qui a trouvé ses limites quand il m'a expliqué pourquoi il trouvait que c'était très pertinent que je sois venu dans ce secteur. Il m'a dit, la formation c'est génial, on est obligé d'en faire. Donc tu as vraiment choisi un truc malin et tout. Et c'était dramatique parce que c'était extrêmement révélateur de la fausse conception de l'enjeu. Voilà. On vient d'une obligation de dépense. J'ai interviewé un de nos clients qui est Jean-Claude Puerto, qui est le patron du CA, qui à l'occasion d'un déploiement d'un très beau projet qui lui permet de construire sa stratégie de conquête mondiale. Et à un moment donné, j'ai osé lui poser cette question: est-ce que votre projet est né aussi de ce changement de contexte de la réforme professionnelle? Et donc là, j'ai eu le droit à un éclat de rire absolument sublime que j'ai dû repasser en boucle pendant au moins 30 fois, tellement je l'ai trouvé extraordinaire. Évidemment, pour lui, ça n'avait aucun intérêt. C'était vraiment des enjeux d'une autre nature. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion d'ailleurs de collaborer avec lui la semaine dernière. Louis participait à ça. On commence donc avec des clients qui ont commencé à mettre en œuvre ce type d'enjeux et de culture. On essaye de faire monter ça en puissance, et donc on réunit des clients et pour discuter de ces sujets-là et de comment les porter plus haut, plus vite. Et donc Jean-Claude Puerto, lui, nous a rappelé, parce qu'on avait aussi des directeurs de formation qui étaient là, il nous a rappelé, finalement, moi, ça me sert à être en phase avec mon client, d'être plus rapidement en prise avec mes clients. Voilà. Alors sur la prise avec les clients, c'est Forrester Research en Californie qui anime des enjeux de réflexion autour de tout ça. Et ils ont identifié en fait une corrélation entre l'expérience client. On sait que le client aujourd'hui, il est de moins en moins fidèle parce qu'il a de plus en plus de choix. Il y a des gens qui calculent les taux d'infidélité, donc ça peut faire très peur. Et donc ils ont fait en fait une corrélation entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Et là, on arrive sur un autre enjeu qui est vraiment aussi merveilleux, celui-là. C'est que, en fait, on a aussi un enjeu de rendre en fait nos activités plus intéressantes.
Voilà. On peut plus se permettre de s'ennuyer aujourd'hui. On peut plus se permettre d'être médiocre. Et donc, il faut réellement s'engager dans un process où on va développer la curiosité, l'appétit de partager. Il faut créer des contextes dans lesquels il n'est pas dangereux de partager, pas dangereux d'essayer, pas dangereux d'expérimenter. Et puis, alors je vous encourage aussi à écouter une jeune femme qui est très, très intéressante sur ces sujets. Elle est un peu porte-parole des nouvelles générations. C'est une trentenaire qui s'appelle Emmanuelle Duez. Probablement que certains d'entre vous la connaissent. Et elle prend la parole dans pas mal d'événements. Et elle explique un peu cette transformation. C'est vrai que moi je suis toujours très surpris d'avoir des phénomènes, d'assister à des phénomènes qui sont mondiaux. C'est-à-dire que en fait on s'aperçoit que le rapport au travail des jeunes générations se transforme de la même manière dans la plupart des pays de la planète. Je suis sûr qu'il y a des zones où c'est pas le cas, mais tout le monde occidental, en tout cas, assiste au même phénomène. Et alors, qu'est-ce que c'est ce phénomène ? On a pris acte du fait que on s'engage pas dans une entreprise à vie. On est bien clair là-dessus. Je pense que donc c'est plutôt une surprise si les choses se prolongent. Donc, on vient plutôt là pour avoir une expérience intéressante, significative, avoir le sentiment de faire quelque chose d'utile, et puis avoir le sentiment de construire de l'employabilité, donc de la compétence additionnelle. Si on ne trouve pas ça, et ça c'est même prioritaire devant la rémunération, les gens restent pas. Voilà. Donc c'est clair que pour réussir à engager aujourd'hui ces générations, pour les mobiliser, les embarquer, et pour qu'elles vous apportent réellement quelque chose d'important dans votre société, sur le terme d'innovation, sur le terme de relations clients, etc., effectivement, il faut leur donner les moyens donc de se développer. Alors, c'est là où on va mixer des dispositifs qui vont être autant dans le, je dirais, top-down de construction de compétences clés. Évidemment, sur la compliance, ça permet aussi de faire les choses de manière efficace. Mais également, on est dans des logiques de co-création de savoir et de connaissances. Et cette chose-là, elle a lieu dans des endroits, mais extrêmement diversifiés. C'est-à-dire, on peut tous se demander, alors est-ce que chez moi, ça va être différent ? Donc nous, on voit ça, on a vu ça par exemple chez Bricoman avec des gens qui ont juste un smartphone, pas de PC, pas de tablette, ils sont dans leur rayon et ils contribuent à développer des savoir-faire au quotidien. Voilà, donc ça c'est une dimension social learning. Chez EDF, là on est dans le monde de la règle très précise, avec des gros enjeux, mais ils combinent ça aussi avec finalement de l'expertise qui se développe au quotidien sur le terrain, donc la capacité de la remonter. Donc on voit bien que il y a quelque chose qui vise à la fois l'efficacité, finalement la valorisation des capacités de chacun. Voilà. Donc voilà un peu les éléments. Alors une fois de contexte, c'est très très riche aujourd'hui ce sujet-là. Après donc là on était plutôt sur le pourquoi. Alors sur le comment. J'ai envie de dire que c'est pas du social learning, c'est pas du blended learning. Le blended learning, c'est ce qui mixte des modalités présentielles, distancielles, etc. C'est pas de l'experiential learning, c'est pas de la classe virtuelle, c'est pas des environnements immersifs pour je dirais de descente de formation. C'est tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif qui va embarquer l'organisation, c'est un dispositif qui, comme on l'évoquait tout à l'heure pour la musique, c'est faire de la recommandation pour l'apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du profiling, il peut donc on va savoir lui suggérer en fait des ressources de connaissances et de formation en fonction de ce qu'on sait de lui. Il va pouvoir faire évoluer ce qu'on sait de lui. On va pouvoir il y a des enjeux qui sont exactement les mêmes que dans d'autres industries du point de vue de comment on crée on capte l'intérêt. Il y a des leviers de gamification qui font partie de tout ça. Voilà. Après ça, on est, je dirais, plus sur l'infrastructure, je dirais, technologique, sur les méthodes de déploiement. Alors, je vais terminer sur ces aspects-là. Ça nous a pris un certain temps, en fait, d'être efficace vis-à-vis des apprenants. Pendant très longtemps, les apprenants n'étaient pas très séduits par la formation à distance. Ils considéraient vraiment que c'était une logique au rabais. Qui les empêchait d'être en face à face. Donc on a été très dans une logique schizophrène l'un contre l'autre. Aujourd'hui c'est un peu fini puisqu'en fait on décharge tout ce qui est la formation en face à face de ce qui l'alourdit pour lui rendre en fait ce qui est sa vraie valeur.
la vraie valeur de relations individuelles. Voilà donc un peu les changements qu'on va un petit peu mettre en œuvre. Alors, on a séduit l'apprenant. Aujourd'hui, on n'a plus de difficultés. C'est vraiment plus un sujet. On a plus des difficultés à amener les formateurs dans ce nouveau métier qui est vraiment un peu vertigineux, mais qui peut être passionnant. Mais donc ça, c'est une transition qui est pas évidente. Et puis, on a un nouvel acteur qui va être extrêmement important. Et là, on va être vraiment dans cette complétion de vision de l'organisation apprenante, c'est le manager. Le manager, c'est celui qui va pouvoir amener en fait des logiques de ce qu'on appelle le nano-coaching, c'est-à-dire on n'est plus sur des logiques d'un feedback annuel dans un entretien, on est au contraire dans un feedback très permanent. Ça aussi, les jeunes générations l'attendent énormément. Et donc là, on va être dans des logiques facilitées par la technologie, d'observation via un smartphone, des compétences sur le terrain, dans une logique de progrès. Et donc, on a ce qu'on appelle le déploiement, donc en 70-20-10, c'est-à-dire c'est que les Américains ont fait des grandes enquêtes sur l'origine des compétences. 10% finalement, c'est la formation formelle, à 20%, c'est la formation informelle, et puis à 70%, c'est l'expérience qu'on va créer. Voilà, donc aujourd'hui, on s'intéresse à accélérer les phases de montée en expérience. Voilà, donc je pense que pour clôturer mon introduction à l'organisation apprenante, je pense que aujourd'hui, il est important que les dirigeants se saisissent de ce sujet, qui parfois est noyé au niveau des directions ressources humaines, qui ont tendance à avoir beaucoup de sujets qu'on peut qualifier de transactionnels sur la paye, etc. Il y a plein de sujets, et puis si ces sujets marchent pas, l'entreprise elle arrête de tourner, d'accord, mais qui du coup ne se rendent pas compte de la centralité du sujet du learning. Voilà. Donc c'est très important de bien prendre conscience de ça. Voilà. Merci à vous.